On y est, c'est aujourd'hui donc Bruxelles que la Commission européenne doit annoncer des flexibilités, des dérogations s'agissant de la fin des ventes de voitures thermiques en 2035. Des propositions qui sont évidemment très attendues, notamment par les constructeurs automobiles européens. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique, merci d'être avec nous sur Boursorama. Donc elle devrait vraiment proposer de vrais assouplissements. Quid de la date butoir de 2035 ? Sera-t-elle conservée ou pas ? Y aura-t-il des flexibilités s'agissant notamment des ventes de voitures hybrides ? On ne sait pas, ça va tomber aujourd'hui, hein. On n'a pas l'info encore, hein. Oui, alors normalement, il y a une communication qui est prévue aujourd'hui, qui d'ailleurs devait être prévue beaucoup plus tôt, en tout début de décembre, et puis qui a été reportée parce que effectivement, les négociations sont très compliquées, très difficiles. C'est comme toujours, quand on met une date butoir, plus ça se rapproche, plus on se dit que ça va être très difficile et qu'il faut peut-être essayer de négocier un aménagement. Alors, c'était prévu en fait, c'est-à-dire dès 2022, quand l'accord a été très difficilement obtenu d'une réduction de 100% des émissions de CO2 des voitures vendues dans l'Union européenne, était prévue une clause de revoyure en 2026 pour juger un petit peu de la faisabilité de la chose. Alors, on a avancé un petit peu le calendrier parce qu'il se passe évidemment beaucoup de choses. D'une part, les ventes de voitures électriques se portent pas si mal, mais on est quand même très loin de l'objectif de 100% en 2035, puisque aujourd'hui, en moyenne, dans l'Union européenne, on est à moins de 20%, avec une très grande disparité selon les pays. Et puis, d'autre part, le contexte international a changé. D'une part, les Américains rétropédalent sur la voiture électrique. C'est extrêmement spectaculaire. Le plus spectaculaire, c'est l'annonce hier soir par Ford d'une provision de 20 milliards de dollars pour se retirer en quelque sorte des voitures électriques, en tout cas pour convertir certaines de leurs usines qui produisaient des batteries ou des voitures électriques pour les reconvertir en voitures hybrides. Donc c'est vraiment un virage, c'est un retour en arrière très important pour ce constructeur. Évidemment, il est sous influence de la politique américaine et de la politique de Donald Trump, très anti-climat, anti-subvention, anti-voiture électrique aussi. Et donc, les ventes ne suivent pas et donc, ils s'adaptent. Et puis, de l'autre côté de la planète, les Chinois aussi, depuis 2022, ils ont quand même créé la surprise en Europe en vendant des voitures électriques à des prix extrêmement beaucoup plus bas que ceux des voitures européennes et avec un succès considérable puisque leur part de marché grimpe de façon très importante. Donc tout ce contexte fait que de toute façon, il y a une réflexion à engager. Le seul problème, c'est que personne n'est d'accord sur ce qu'il faut faire entre les constructeurs. En gros, pour schématiser, il y a 4 pays qui comptent dans l'automobile en Europe. C'est ceux qui achètent beaucoup de voitures et qui en produisent sur leur sol. Donc c'est l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne. Et donc évidemment, ce sont ces pays-là qui négocient à la fois pour protéger leur industrie automobile et puis aussi pour protéger les consommateurs et continuer quand même à respecter si possible cet accord pour le trajet vers la voiture électrique. Alors effectivement, après les assouplissements. Ouais, enfin, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir, on ne sait pas, est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs ou dans les infos qui Voilà. remontent, est-ce qu'on va avoir une suppression, encore une fois, de l'interdiction de vente de voitures thermiques à compter 2035 ou pas ? Alors, si on résume schématiquement les négociations, on a des Allemands qui veulent faire sauter la barrière des 100%. Le règlement actuel, il dit moins 100% d'émissions de CO2. Donc, moins 100% d'émissions de CO2, on sait faire ça qu'avec de l'électrique. Donc, effectivement, ça impose la voiture électrique.
eux, ils disent non, non, c'est pas une bonne méthode. Il faut introduire aussi les hybrides pour la transition et puis les biocarburants parce que Mm. c'est aussi une façon de réduire les Ouais. émissions. Aujourd'hui, Philippe, si rien ne change, les voitures hybrides sont interdites à la vente post-2035. C'est ce qui pourrait changer aujourd'hui, ça? C'est ça qui pourrait changer. Alors, c'est ça qui pourrait changer. Et les Allemands militent pour qu'on passe de 100% à 90%. Alors, facialement, ça n'a pas l'air énorme. Et en fait, c'est très important parce que ça dépend comment on calcule ces 90%. Mais si on mélange tout, effectivement, ça permet de faire rouler des voitures hybrides qui ont donc un moteur double électrique et thermique et rechargeable. Et puis aussi ce qu'on appelle les range extenders, c'est des extenseurs d'autonomie de la voiture. Et c'est un petit moteur thermique dont la fonction est de recharger la batterie en quelque sorte. Et ça aussi, c'est une nouvelle technologie qui est arrivée. Et donc, ils poussent pour qu'il y ait cette solution. Les Français, eux, préféreraient rester au 100%, mais surtout, ils ont une pression très forte pour que on introduise, qu'on en profite en fait, et c'est leur argument pour accepter la demande allemande pour faire sauter cette barrière de 2035. Eh bien, les Français demandent qu'on puisse aussi introduire une imposition qu'on oblige à un contenu local minimum dans les voitures électriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faudrait que les voitures électriques vendues en Europe aient un contenu local, pas seulement la production, mais aussi les composants qui soient d'au moins 75%. Voilà, pour ne pas tomber dans les taxes à l'importation comme le sont les véhicules chinois actuellement. La Commission peut faire plaisir, entre guillemets, à la fois aux Allemands et aux Français dans cette histoire? C'est un peu obligé. Donc, il va y avoir de toute façon une négociation. Et en fait, il y a trois acteurs là-dedans. Il y a, enfin, même plus, mais disons qu'il y a les États-nations, donc la France, l'Allemagne, l'Italie qui est très réticente parce qu'elle vend très peu de voitures électriques. Et puis en face de ces pays, il y a aussi le Parlement européen. On l'oublie un peu facilement, mais le Parlement européen, Il c'est pas devra tout à voter. fait. Il devra voter, le Il Parlement devra européen. voter. Et évidemment, c'est pas la même, c'est pas les mêmes alliances. Il y a un bloc central le Parlement européen qui a la majorité, avec le parti de droite et puis les partis libéraux, on va dire, et les sociodémocrates. En général, ils arrivent à trouver un compromis, mais on constate que certes, le Parti populaire européen fait les yeux doux aussi à l'extrême droite, donc il y a des possibilités de changer l'accord. Donc c'est extrêmement compliqué. Pour Ursula von der Leyen, c'est un casse-tête absolu pour trouver cette bonne Hmm. articulation. Qui Et ne sera pas une commissaire, rupture, qui ne sera pas une rupture, à vous écouter. On parlera de flexibilité, ouais, de c'est dérogation. ah ben, il faut surtout pas afficher comme Donald Trump aux États-Unis qu'on fait machine arrière sur l'environnement. On l'affichera jamais. Donc, on va essayer de trouver un aménagement qui permet sans abandonner l'objectif, parce que derrière, il y a l'objectif 2040, puis 2050, zéro émission. Et donc, on est dans cette tendance-là. Mais effectivement, en 2035, il y aurait un aménagement pour certains Hmm. types de véhicules et peut-être en échange cette histoire de contenu local. Philippe, pour le consommateur qui nous regarde et qui s'intéresse, le grand changement, possiblement, ça serait donc à partir de 2035 pour continuer à acheter des voitures hybrides. C'est ça qui va changer, le grand changement pour vous et moi. Oui, le grand changement, ce sera effectivement l'achat de voitures hybrides, sachant que de toute façon, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'au-delà de la contrainte environnementale, on est dans une rupture technologique majeure qui est un peu comparable à celle du passage des bateaux à voile aux bateaux à vapeur ou des locomotives à vapeur aux locomotives électriques, c'est-à-dire un changement profond, une rupture technologique absolument majeure
et qu'on ne va pas y couper parce que le moteur thermique est de plus en plus sophistiqué, de plus en plus cher et compliqué, alors que la tendance à l'électrique, elle va dans l'autre sens, vers plus de simplification et des coûts qui commencent à baisser. Pour l'instant, ils sont très élevés, trop élevés, mais ils vont baisser et relativement rapidement. Donc, il va y avoir cette bascule. Le problème, c'est que c'est les Chinois qui maîtrisent le mieux cette technologie. Donc, ils sont en avance sur tout le monde. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va plutôt se fermer et puis essayer d'exploiter jusqu'au bout la technologie d'hier, ou est-ce qu'on essaye de se pousser pour essayer de copier en fait ce que font les Chinois dans l'électrique. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment la clé. Et pour le consommateur, bah, c'est très important parce que lui, ce qu'il regarde, il est pragmatique. Il regarde deux choses. Il regarde les infrastructures. Est-ce que je vais pouvoir recharger rapidement ma voiture? Et il regarde le marché de l'occasion parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les deux tiers des ventes de voitures, ça passe par l'occasion et pas par les voitures neuves. Et donc, c'est un peu le nœud qui va faire basculer les consommateurs. Et sur le plan des infrastructures, il y a quand même beaucoup de progrès qui sont faits, il y a encore des investissements et il y a toute une filière qui s'est mise en place et qui commence à donner. Mais c'est certain que c'est une affaire à 10 ans et ce n'est pas une affaire à 5 ans. Ouais, sur les hybrides, c'est important de le dire parce qu'il y a ce qui est affiché par les constructeurs en matière d'émissions de CO2, mais plusieurs études ont montré que l'usage concret par les gens ressemble plutôt à un usage d'une voiture avec un moteur thermique. Ça veut dire que les conducteurs utilisent plus le moteur à essence que la partie électrique, et donc rechargent peu. Et donc, ça pollue plus que ce qui est annoncé, parce que quand les tests sont faits par les constructeurs estiment que 80% des cas, enfin dans 80% des cas, c'est le moteur, la conduite se fait en électrique. Là, dans la réalité, c'est le contraire. C'est plutôt 26% Exactement. qui est fait en électrique et pas 80%. Donc, les émissions de CO2 sont beaucoup plus importantes sur une voiture hybride que ce que nous disent les constructeurs. Mais parce qu'à l'usage, les gens conduisent plus avec le moteur et ne rechargent pas assez le moteur thermique. Oui, et probablement sur le long terme, c'est un peu une hérésie la voiture hybride, dans la mesure où, comme son nom l'indique, elle a à la fois un moteur mécanique, donc très complexe, avec un pilotage électronique, et à la fois un moteur électrique avec des batteries. Donc elle réunit peut-être les avantages des deux, mais elle réunit aussi les inconvénients des deux. Et ça fait un véhicule qui est très lourd, qui est beaucoup plus lourd. Il y a 500 kilos de batterie dans un gros SUV hybride. Et puis c'est effectivement un véhicule où, si on n'a pas l'infrastructure, ben c'est d'ailleurs fait pour ça, et ben c'est pas grave, on passe sur l'essence. Mais toutes les études ont montré que le gain en CO2 d'une voiture hybride est extrêmement faible. Alors il est encore plus faible si on n'utilise pas l'électrique, évidemment, puisque ça consomme plus qu'une voiture thermique normale, hein, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais même si on utilise, ou si on le branche, même si on l'utilise de façon plus raisonnée, en se branchant tous les soirs à sa prise, eh ben, la voiture hybride, elle va occasionner une économie d'argent et de CO2 qui est en fait extrêmement faible. Donc c'est vraiment une solution transitoire, mais elle est ça transitoire, mais c'est ce pourquoi va opter la Commission européenne indirectement, si j'ai bien compris, en levant pour partie ce frein, entre guillemets, cette possibilité en tout cas de pouvoir vendre des voitures hybrides après 2035, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut convaincre les consommateurs et puis il ne faut pas oublier aussi que les constructeurs automobiles, c'est des grands exportateurs, qu'il y a plein d'autres marchés en dehors de l'Europe où on est encore vraiment sur du thermique, ils ne veulent pas perdre leurs compétences thermiques. C'est aussi le domaine où ils sont très forts, le thermique. En revanche, pour l'électrique, eh ben, ils sont en période de rattrapage et de rattrapage sur les Chinois. Donc, effectivement, ça ressemble un petit peu à encore un instant, Monsieur le Bourreau, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de rattraper notre retard avant qu'on ouvre les vannes aux automobiles chinoises. En 10 secondes, quel signal ça envoie finalement aux consommateurs, ce que devrait annoncer aujourd'hui la Commission européenne? Bon, je pense que ça envoie quand même un signal de pragmatisme parce que franchement, il y a relativement peu de chances qu'on arrive à 100% des ventes électriques
Ouais, le marché n'est pas là aujourd'hui en tout cas. Parce que pour l'instant, le marché n'est pas là. Il faudrait un retournement absolument spectaculaire. Personne ne le voit. Donc, c'est un peu normal que la Commission soit pragmatique et puis qu'elle tente de concilier tous les intérêts qui lui font pas. Je ne dis pas forcément les lobbies, mais ça se traduit par ça, mais c'est aussi tous les intérêts des États, des constructeurs, des équipementiers qu'on oublie parfois, mais eux, parce qu'on voit maintenant des constructeurs comme Renault qui achètent énormément d'équipements chinois pour réduire leurs coûts. Et donc il y a aussi toute une filière qui est derrière. Et comme c'est un peu, hormis l'aéronautique, la dernière industrie sophistiquée encore présente en Europe, il y a un enjeu économique et sociétal considérable. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique. Merci Philippe. Bonne Merci journée. David. Salut.